Il s'est posé comme une plume sur la comète Chury. Philae, le robot, a atterri sans dommage sur une astéroïde en mouvement. Un exploit suivi sur écran et en public à la mairie de Grenoble toute la journée. Les chercheurs grenoblois ont répondu volontiers aux questions des curieux qui ont fait le déplacement. Et je vous propose d'écouter les premières réactions recueillies sur place par Anne Ediard et Nathalie Rapuc. J'espérais le ticket gagnant et on a eu le ticket gagnant aujourd'hui. Et je trouve fabuleux. Et le rêve, c'est de pouvoir atterrir sur une comète qui fait 2 km de long ou à peine, avec autant de précision à 100 mètres près, c'est fabuleux. Je n'ai pas encore mesuré l'importance que ça aura ultérieurement, mais voilà, c'est magique. Puis de voir que ça marche technologiquement, c'est magique aussi. Je suis contente parce qu'elle s'est bien posée sans problème. Et qu'on pourra avoir de nouvelles informations sur la surface et les minerais qu'elle contient. C'est plein d'émotions quand même. C'est une première, quoi. Un atterrissage sur une comète, ça n'a jamais été fait et du coup on est content. On est vraiment très content. C'est une grande fierté pour l'équipe grenobloise et pour la mission Rosetta au sens large et donc toute la communauté scientifique. Et on est fiers d'être là ce soir et d'assister à cet événement. En effet, je vous rappelle qu'une douzaine d'ingénieurs et de scientifiques grenoblois ont activement participé à la mission Rosetta, une mission qui doit faire date dans l'histoire de la conquête spatiale. Suspense aidant, les dernières heures avant l'atterrissage de la sonde Philae sur la comète ont été très longues pour ces chercheurs. Si on atterrit là, c'est perdu. Si on atterrit là, c'est perdu. 3 chances sur 4 qu'on atterrisse dans les trucs où c'est bon. À l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble, la tension est à son comble à quelques heures de l'atterrissage du robot Philae sur la comète Chury. C'est plus important que les premiers pas de l'homme sur la Lune pour les ingénieurs et scientifiques de l'université qui participent à la mission Rosetta. Ils sont donc particulièrement excités et inquiets. La plus grosse incertitude qu'on a sur l'atterrissage, c'est la dureté de la surface. Le lander pourrait soit s'enfoncer dans la surface, voire disparaître sous la surface. Et dans ce cas-là, il faudrait pouvoir récupérer quand même le signal. Ce n'est pas impossible, il y a des scénarios pour ça. Mais il pourrait surtout se retourner. Dans ce cas-là, la mission sera perdue. Sur la vingtaine d'instruments embarqués dans la sonde spatiale européenne, 3 ont été conçus à Grenoble, dont un tomographe radar baptisé Concert, qui devrait apporter des informations capitales sur le noyau de la comète. C'est le seul instrument qui donnera des informations sur cette structure interne. Et donc toute la communauté et toute la mission, alors si l'instrument ne marche pas, ça ne va pas faire s'effondrer la mission, mais je pense qu'on comprendra vraiment très bien cette comète si cette expérience fonctionne. Donc on croise les doigts vraiment pour que l'atterrisseur se pose et que l'expérience fonctionne comme prévu. Et l'enjeu est énorme. Les informations fournies par la comète pourraient permettre de remonter aux origines du système solaire et de comprendre, peut-être, l'apparition de la vie sur Terre. Voilà, et comme tout s'est bien déroulé, nous allons maintenant en direct de la mairie de Grenoble. Nous attend l'un des chercheurs que vous venez de voir dans ce reportage. Bonsoir Bernard Schmitt. Bonsoir. Alors, qu'avez-vous ressenti sincèrement au fond de vous au moment de l'atterrissage réussi ? Beaucoup de joie parce qu'on attendait ça vraiment avec une grande angoisse, si on peut dire, puisque la probabilité d'atterrissage était très loin d'être de 100%. Quels étaient les risques ou quel était le risque principal ? Une chute, un incident mécanique ? Qu'est-ce que vous craigniez le plus à ce moment-là ? Il y avait 2 risques principaux. Le premier, c'est que dans la zone probable d'atterrissage, il y avait des endroits où il était impossible d'atterrir la sonde de façon horizontale. Donc la sonde se serait inclinée, retournée. Ça, c'était le premier problème. Et il y avait une bonne proportion de la surface, malgré tout, qui correspondait à ce scénario. Et le deuxième risque était la dureté de la surface. On pouvait avoir de la surface très molle ou de la surface très dure. Donc il y avait tout un système d'accroche qui a été développé pour ça. Et d'ailleurs, l'atterrissage ne s'est pas fait de façon absolument nominale parce que apparemment les ancrages n'ont pas réussi à ancrer correctement la sonde, mais il semblerait que la sonde soit quand même bien stabilisée au sol. Et là, on attend encore les résultats parce que c'est les
dernier petit point d'inquiétude. Voilà, petit point d'inquiétude à lever, j'espère rapidement pour vous. Rappelez-nous, quelle est la contribution de l'équipe scientifique de Grenoble dans cette aventure ? Alors, l'équipe scientifique travaille sur 3 instruments. Le premier, puisqu'on en est responsable, et c'est un instrument qui est dirigé par Lodewijk Hoffmann, est le tomographe radar, qui permet en fait de faire comme en médecine, la tomographie du corps que l'on observe, et donc regarder sa structure interne. Donc savoir où il y a des grandes fractures, des gros blocs, etc. Donc ça, c'est la première contribution très importante, puisque c'est l'IPAG qui a développé cet instrument, et c'est une première mondiale, puisque jamais un instrument de ce type n'a été monté sur mission spatiale. Et la deuxième ? Et ensuite, la deuxième, c'est Virtis. C'est un spectro-imageur visible et infrarouge qui permet d'analyser la longueur d'onde en toutes petites tranches, et donc d'identifier les molécules et les minéraux qui sont à la surface, et d'en faire la cartographie, et ensuite en regarder l'évolution pendant tout le reste de la mission. Ça veut dire que votre mission se poursuit maintenant, ou est-ce que vous en avez terminé avec Rosetta, ou est-ce que vous continuez finalement à travailler derrière ? Ah non, ça ne fait que commencer, justement. Alors pour le lander, c'est vraiment les débuts, les mesures vont vraiment commencer dans les jours qui viennent, alors que pour les instruments qui sont sur l'orbiteur, on a commencé à avoir des données dès le mois d'août, et on a déjà des centaines d'images sur lesquelles on travaille. Et pour l'orbiteur, ça va continuer au minimum jusqu'en décembre 2015, c'est-à-dire pratiquement 1 an et demi encore. Et peut-être être prolongé, ce qu'on espère. Eh bien, on va vous remercier d'avoir répondu à nos questions et féliciter tous ces ingénieurs, ces techniciens, ces scientifiques qui ont travaillé. Merci et bravo à vous.